Un grand-père de Sainte-Ursule meurt devant chez lui alors qu'il traverse la rue. Le boom de la construction tire bientôt à sa fin, selon des prédictions de la SCHL. Le corps transformé accueille son 55 millième visiteur, c'est 4 fois plus que l'objectif fixé. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, une drôle de tournure de destin pour un homme de 89 ans de Sainte-Ursule qui a été heurté mortellement en traversant la route juste devant chez lui ce midi. Le piéton venait tout juste de dégager la voie publique où jonchait un animal mort. L'homme aurait été aveuglé par le soleil. Il n'aurait jamais vu venir l'automobiliste. Jean-Louis Descoteaux a accouru sur les lieux de l'accident pour venir en aide à son beau-père. Mais le vieil homme était probablement déjà mort. Clovis Lambert, âgé de 89 ans, était allé enterrer une moufette de l'autre côté de la route 348. L'animal mort gênait le trafic. J'ai vu quand il a traversé la voiture. Puis, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait de quoi. Puis après écouter les nouvelles, j'ai plus mes longues vues, puis là, j'ai vu qu'il était à terre. Le conducteur de la voiture grise, un ancien policier, n'a jamais eu le temps d'éviter M. Lambert. La manière qu'il est arrivé, il est venu se tirer sur le côté de l'auto. Complètement, on le voit, tu sais. Puis moi, j'ai quasiment sauté dans le gravel. Ben, j'étais dans le gravel déjà pour l'exempter. Puis c'était trop tard. J'ai pas eu le temps de... J'ai arrêté dans les 15-20 pieds qui a suivi, puis j'ai venu porter secours, mais je pense qu'il était trop tard. Celui qui suivait derrière est encore sous le choc. Il a tout vu de la scène. Il va à la vitesse qu'on s'en venait, mais il a bumpé. Ouais. Là, le monsieur est revolé dans les airs, à peu près à 6-7 pieds, puis il est retombé sur l'asphalte. Clovis Lambert avait pourtant l'habitude de traverser cette route pour aller voir ses enfants et ses petits-enfants qui restent en face de chez lui. M. Lambert savait que les automobilistes y roulent souvent plus vite que la limite permise, soit 90 km/h. Comme le soleil était aveuglant au moment de l'accident, il aurait, selon ses proches, pris une chance en traversant à la course. Un risque qui lui aura coûté la vie. Marie-Christine Bergeron, TVA, Sainte-Ursule. Un employé de Deliam a été brûlé au visage cet avant-midi alors qu'il transportait des produits corrosifs à l'aide d'un chariot élévateur. Il s'agissait d'un concentré liquide pour le nettoyage de la machinerie. Les pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Ils ont dû évacuer une partie de l'usine pour ensuite nettoyer l'endroit. Un autre employé a légèrement été brûlé aux mains. Et l'heure de pointe a une fois de plus été perturbée sur le pont Radisson de l'autoroute 40 en fin de journée. Un léger accrochage entre 3 véhicules a attiré l'attention d'automobilistes qui circulaient en sens inverse. Résultat, bien, ça a provoqué un carambolage impliquant 7 autres voitures qui roulaient en direction de Québec. 2 personnes ont subi des blessures légères. Cet accident a provoqué des débordements jusqu'à la hauteur des Récollets. Les nuages s'installent jusqu'à samedi et vous allez le constater, il faudra s'habiller plus chaudement. Je vous donne tous les détails à la fin du TVA 18h. Le marché de l'habitation à Trois-Rivières poursuit sa croissance vertigineuse. On va même fracasser un record cette année. La construction résidentielle tourne à plein régime, tout comme la revente de maisons. Mais attention, dit la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le ralentissement des activités est à nos portes. Le marché de la construction résidentielle n'a jamais tourné à un tel régime. Jusqu'à maintenant, il y a eu dans le Grand Trois-Rivières 393 mises en chantier depuis le début de l'année. C'est 10 de plus que l'an dernier. Oui, malgré qu'il y a eu une hausse du taux de chômage dernièrement, on est encore loin du climat de survie des années 90. On a des meilleures performances et ça se reflète dans l'ensemble du marché de l'habitation. À la fin de l'année, les analystes évaluent que le nombre de nouvelles constructions, toutes catégories confondues, sera de 665. Mais attention, ce nombre devrait diminuer de 27 % à 485 l'an prochain. Les études démontrent que la valeur des maisons neuves augmente. Et si on compare les données avec 1999, à ce moment-là, on avait 80 % des propriétés construites neuves qui étaient à moins de 110 000 $, ce qui représente moins de 40 % des constructions aujourd'hui, le marché des moins de 110 000 $. Étonnant donc que ces maçons soient très sollicités pour la pose de matériaux de grande qualité. Posez-vous plus de pierres comme ça? Ben, dans le moment, oui. Pas mal plus que de la brique, là. Même ceux-ci en ont plein les bras avec la pierre taillée. 2-3 fois le prix. Ça n'a aucune comparaison. La brique est fabriquée, tu la poses, mais la pierre, il faut que tu la fabriques avant de la poser. Le marché de la revente des maisons va également connaître très bientôt un ralentissement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de maisons à vendre.
L'année dernière, on avait atteint un sommet avec 923 transactions. Cette année, on en attend aux alentours de 830, étant donné le manque d'inscriptions sur le marché. On note une forte baisse du nombre de propriétés inscrites à vendre. Pour l'instant, la forte demande pour les maisons existantes a un effet sur le prix moyen, qui est passé de 82 300 à 86 800 $ en moins d'un an. Cette progression aura bien sûr un effet direct sur la valeur foncière des propriétés. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Louis Levasseur, vous êtes agent immobilier affilié chez RE/MAX. Donc, comment vous composez avec la rareté des maisons à vendre sur le marché? Eh bien, écoutez, on doit composer avec ce qu'il y a présentement sur le marché. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'au moins, du côté des acheteurs, bien, on en visite moins. On peut visiter peut-être 3 ou 4 propriétés au lieu de, si on recule quelques années passées, on pouvait en visiter 10, 12 ou même jusqu'à 20 propriétés. Est-ce que ça veut dire que les acheteurs doivent faire des compromis puisqu'ils ont moins le choix? Oui, il y a certains compromis qui sont prêts à faire. Par contre, là, ils n'achèteront pas une propriété qui ne leur convienne pas pantoute, par exemple. Donc, ça demeure quand même quoi? Ils vont patienter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou ils vont plutôt se tourner vers la construction? Bien, écoutez, la construction neuve, c'est plutôt dans le haut de gamme que ça fonctionne beaucoup. Alors, non, ils vont patienter. Les gens, là, ils sont capables de patienter. Même qu'il y en a qui sont prêts à patienter 1 an avant de trouver. Est-ce que vous voyez déjà, vous, les signes d'un ralentissement du marché, comme on l'évoquait avec cet analyste? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Le marché est encore très actif. Il y a encore beaucoup d'acheteurs sur le marché et même dans une certaine gamme de prix, il nous manque de propriétés. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Bien, ça m'a fait plaisir. On parle d'une autre maison et celle-là, elle n'est pas à vendre. Les maisons des jeunes du Québec, eh bien, elles vont ouvrir leurs portes à la population ce samedi. Il y en a 6 ici en Mauricie. Elles vont accueillir des jeunes, des moins jeunes aussi, en leur offrant symboliquement une bouteille d'eau pour les remercier de leur visite. C'est une occasion d'ailleurs pour les maisons de jeunes de se faire connaître et aussi pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe entre ces murs. Maxime et Sébastien sont venus faire un tour à la Maison des jeunes de Shawinigan, comme ils le font presque quotidiennement. Je viens voir les animateurs, je viens faire des activités, je viens surfer sur le net. Quand il y a plein de monde, il y en a qui viennent jouer au pool, il y en a qui vont sur Internet, il y en a qui écoutent des films en bas. Pour les jeunes, la maison est un lieu de rencontre qui permet de briser l'isolement. Que ça permet aux jeunes de se rassembler, de se rencontrer, d'échanger, de discuter et de se prendre en main via leur temps de loisir. Les jeunes participent à l'organisation des activités. Il leur arrive aussi de faire du bénévolat, une façon parfois de prendre de l'expérience. Oui, je suis en train de faire mon CV, je viens de trouver une job. La maison, c'est donc beaucoup un lieu d'apprentissage pour les jeunes. Mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange et un endroit où on peut toujours trouver une oreille attentive. On peut y parler de nos problèmes personnels, quand on a des problèmes. Puis, ils sont toujours là pour répondre, ils ne seront pas là à dire « mange tout seul ». Ils essaient de nous aider. Les jeunes sont donc bien encadrés et doivent respecter la réglementation. Mais les préjugés envers les maisons de jeunes ont la vie dure. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes, entre autres, qui sont revenus suite à une activité comme la journée porte ouverte parce que les parents avaient discuté avec nous. Les jeunes attendent de la visite samedi à leur maison. Ils veulent que la population vienne voir ce qu'ils y font. You gang, on existe. On est là pour vous autres, donc venez nous voir. Toutes les maisons de jeunes de la Mauricie ont préparé des activités spéciales samedi pour eux et pour leurs visiteurs. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. Notre question ce soir, est-ce qu'on devrait développer davantage le réseau des maisons de jeunes en Mauricie? Pour les internautes, il suffit de taper chem.tva.ca. Vous savez, la facture pour refaire la toiture effondrée de la salle de tir de l'École nationale de police, elle est assez salée, 1,9 million de dollars. La construction entière de cette salle de tir avait coûté 2,3 millions. Il faut dire que la reconstruction englobe un mur mitoyen et plusieurs équipements intérieurs. C'est la firme Gétérien qui a obtenu le contrat. Gétérien avait participé à la construction originale sans toutefois à ce moment-là toucher à la toiture. La Société immobilière du Québec n'a pas encore établi qui est responsable de la déficience de la toiture et par conséquent, qui devra payer pour sa reconstruction? Ici Louis Cloutier. Comme prix à la 55 millième visiteuse à l'exposition Le corps transformé à Shawinigan, il y aura une réception offerte par le premier ministre Jean Chrétien à sa résidence officielle d'Ottawa. On y revient dans quelques instants.
L'automne, chez Portes et Fenêtres Gérard Millette, c'est la saison des projets. 5 millième visiteuse, voilà, à l'exposition Le Corps transformé à Shawinigan sera reçue par le premier ministre Jean Chrétien à sa résidence officielle d'Ottawa. C'est une résidente de Belleuil qui a été l'heureuse élue en franchissant les tourniquets cet après-midi. Madame Rita Sauvageau et son mari s'étaient dit que si cette exposition était bonne pour le président de la France et d'autres grands de ce monde, eh bien, elle était aussi bonne pour eux. 12 000 visiteurs à cette exposition des grands maîtres de la sculpture auraient largement contenté le Musée des beaux-arts du Canada. Or, voilà que ça mène le 55 millième. L'intérêt de la distinguée visiteuse pour cet événement avait été stimulé par la présence durant l'été de plusieurs hommes d'État. Écoutez, s'il y a des gens de cette importance-là qui viennent voir, c'est parce que c'est quelque chose de bien. Le directeur du Musée des beaux-arts doit bien reconnaître qu'il est dépassé par ce succès, quoiqu'il n'avait jamais douté de l'originalité de son idée. C'est une grande surprise, mais c'est aussi une grande joie pour tout le monde, pour les visiteurs comme pour les gens qui ont organisé le projet. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu des émotions intenses. On est à 55 000 visiteurs, mais avec l'achalandage qui ne paraît pas vouloir diminuer, on aura certainement franchi le cap des 60 000 à la conclusion de l'exposition dimanche. Pour l'instant, on se refuse à donner le moindre indice sur ce qui est en préparation pour l'an prochain. On a travaillé avec la Russie, on travaille avec la Chine, on travaille avec les États-Unis. Ces gens-là sont venus et on a été accrédité comme un musée de qualité internationale. Ça va nous ouvrir des portes réellement fantastiques pour présenter des expositions de haut calibre. Au nombre des prix qu'elle a reçus, la 55 millième visiteuse aura droit à une réception privée chez Jean Chrétien à Ottawa. Oh my, ça va être vraiment intéressant, là. Les compilations établissent que les 2 tiers des visiteurs sont venus de l'extérieur de la Mauricie. Shawinigan, comme l'avait parié le premier ministre, n'était donc pas trop loin pour ce genre d'événement. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Une entreprise de Yamachiche recherche un mécanicien industriel ou une mécanicienne industrielle. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de soir, du lundi au vendredi. On demande un diplôme d'études professionnelles ou une formation collégiale en mécanique industrielle ainsi que 3 années d'expérience. Le salaire est à discuter. Une expérience de travail dans une usine alimentaire serait un atout. Encore? Vous avez le goût d'essayer autre chose? Subway vous propose son sous-marin. Moi, si j'avais pas eu le fun, je te l'aurais pas dit, là. C'est du... Ah non, c'est vraiment le fun. Chérie. Hein? Chérie? Oui. Quand ça? Il t'a appelé chérie tout à l'heure. Hein? Oui. T'as dit ça? Oui. Quand ça, c'est ça? Écoute-moi, pis ça m'a fait... T'as pas dit chérie? Oui. On s'est jamais dit chérie, mais je sais pas, il s'est fait tromper, c'est tellement compris. J'ai pas bizarre. Mais non. Non, mais tu sais, quand tu dis, c'était cool tout le long, même lui, tu sais, on n'arrêtait pas de dire, c'est bien trop féerique de bas, cette date-là, c'est une date parfaite, tu sais, tout est trop parfait, puis c'était cool, là. Mais je l'aime. Ne manquez pas Occupation double ce jeudi 20h et nos capsules diffusées 7 jours sur 7 à 8h30 et 18h30. Pour tout le bon goût, des ailes de poulet sont... La date du 23 mars, exactement, parce que j'allais rencontrer mon frère et ma belle-sœur là-bas. Il m'a dit qu'il regardait ça, puis il me rappelait une journée ou 2 après. Je devais avoir une vue sur la mer. L'hiver dernier, Noëlla Laforêt achète 2 forfaits pour la République dominicaine. Elle paie la totalité de la facture, soit 3 677 $, 45 jours avant le départ. Une grosse somme pour cette femme de ménage. Je trouvais ça très dispendieux. J'ai appelé 2-3 autres agences de voyage et j'ai pris Michel Demers parce que, oui, un fait, j'avais 400 $ de moins. 2 semaines avant son départ, Mme Laforêt n'a toujours pas reçu ses billets d'avion. Elle essaie en vain de rejoindre son agent de voyage, Michel Demers. Il lui laisse un message et quand elle finit par lui parler, c'est la douche froide. Il m'annonçait que la compagnie chez qui j'avais acheté les billets avait fait faillite. Là, je lui ai dit que c'était une joke. Puis il m'a dit non, il dit c'est pas une joke. Il dit on fait faillite. Je dis je fais quoi, moi? Il dit pour l'instant, il dit paniquez pas. Fait que je dis ben, écoutez, monsieur, je pars dans moins de 8 jours. Je devrais commencer par paniquer. Air Columbus, qui tentait depuis 1 an de prendre son envol, fermait ses portes le 7 mars 2003. 4000 clients lésés d'un coup.
Pour Noëlla Laforêt, c'était particulièrement dramatique à cause d'une promesse faite à son frère. C'était important pour lui parce que ma belle-sœur est en chaise roulante. Ce serait peut-être son dernier voyage de sa vie. J'avais promis que j'irais la rejoindre en République dominicaine à cet hôtel-là. Pour tenir parole, elle s'endette et achète 2 nouveaux forfaits sur Air Transat, un déboursé de 2 596 $. Elle prend ce risque car son agent de voyage l'assure que ses billets d'Air Columbus lui seront remboursés d'ici 1 mois. Monsieur Demers, lui, me dit que quand je reviendrai dans le mal, de ne pas m'énerver, que l'argent sera là. Je me suis fiée à ce que Monsieur Demers m'a dit. J'ai acheté, je me suis dit, il n'y a pas de problème là. Il m'a dit que quand je reviendrai, j'aurai les sous. Mais à son retour, fin mars, sa boîte aux lettres est vide. Noëlla Laforêt n'est pas la seule à devoir patienter. Cela fait près d'1 an qu'Hassen Soltani, lui aussi, attend un remboursement de ses 4 billets de Canada Air Charter pour la Tunisie. Actuellement, on a perdu 3 996 $. Ils sont partis donc dans l'air comme ça. Le 3 juillet 2002, la veille du départ, on lui annonce que son vol est reporté de 48 heures. Puis le 6 juillet, quelques heures à peine avant le décollage, c'est l'annulation pure et simple. Canada Air Charter, lui aussi, venait de fermer ses portes. Quand j'ai appelé l'agence, dis-moi, nous, on ne connaît rien dans cette histoire-là. On vient d'apprendre ça par les médias. Je ne prenais jamais votre bordel d'avion. Plus de 8000 voyageurs ont été pris au piège dans cette mésaventure, car bien des agents de voyage ont vendu des sièges en sachant que Canada Air Charter n'avait pas de permis de vol. L'Office des transports du Canada avait même interdit la vente de billets. L'ACTA, l'Association des agents de voyage, recommandait d'ailleurs d'aviser les clients du risque. Hassen Soltani jure qu'on ne lui a rien dit. Quand on m'a vendu justement les billets d'avion, on ne m'a pas raconté toute cette histoire-là que le monsieur n'avait pas les autorisations gouvernementales. On ne m'a rien dit. L'agente de voyage à la carte qui a vendu ses billets a d'abord plaidé l'ignorance au téléphone. On ne savait pas qu'il n'y avait pas de permis, madame. Il était beaucoup question dans les médias. Non, je n'étais pas au courant, madame. L'agence nous a ensuite refusé une entrevue à la caméra. Louis Jolin enseigne le droit du tourisme à l'université. Je pense qu'effectivement, c'était risqué de vendre des billets d'un transporteur qui n'a pas tous les permis ou toutes les autorisations qu'il faut. Noëlla Laforêt, elle non plus, n'a pas reçu de mise en garde de son agent. Elle n'a jamais su qu'Air Columbus était une jeune compagnie fragile qui venait d'annuler ses vols durant 6 semaines, faute de clients. C'est cette agence qui a vendu les billets à Madame Laforêt. Michel Demers a ouvert son entreprise il y a 2 ans et demi dans son sous-sol à Laval. Est-ce que vous sentez que vous auriez dû lui dire, voici la situation? C'est moins cher, oui, mais c'est une compagnie qui a déjà eu des problèmes. Non, il n'a pas dit. J'étais pas inquiet, je me sentais pas inquiet. Ma nature est comme ça. Je me sentais pas inquiet. Il y avait des personnes, des dirigeants à l'intérieur de Columbus qui étaient très sympathiques à notre cause. Ils commençaient, nous on commençait, on s'encourageait mutuellement et nos ventes grandissaient tout le temps. Fait que j'ai toujours senti une grande confiance et j'ai fait confiance aussi aux gens. En ne parlant pas des difficultés d'Air Columbus et de Canada Air Charter, les agents de voyage auraient manqué à leur devoir. L'agent de voyage doit exercer son rôle selon les règles de l'art. Donc, c'est un conseiller en voyage. Il doit donner donc toute l'information nécessaire pour, effectivement, que le consommateur soit le mieux averti possible, le plus informé possible. En plus, il ne peut pas volontairement sous-estimer un fait important qui pourrait amener une décision différente de la part du consommateur. Et le Code de déontologie des agents de voyage et la loi sur la protection du consommateur interdisent à un commerçant de passer sous silence un fait important. Est-ce que vous connaissiez cette loi-là? Non. Est-ce que vous sentez que vous avez fait des omissions en parlant à Mme Laforêt? Non, moi je l'ai faite en toute bonne foi et en toute bonne honnêteté. C'est sûr qu'on se sent un peu désolé de tout ça, mais on est quand même juste l'intermédiaire là-dedans. Dans ses contrats, Michel Demers écrit même qu'il ne peut en aucun cas être tenu responsable des services non rendus par les compagnies de transport ou les hôtels. Une clause qui n'a aucune valeur, selon Louis Jolin. L'agent de voyage, il est tenu
d'une obligation de résultat, donc il doit offrir le bien et le service. Il est responsable, et pas seulement de son comportement à lui, mais également du fait d'autrui, c'est-à-dire que même de ses fournisseurs. Si c'est les fournisseurs qui ne rendent pas le service, lui-même est responsable à l'égard du consommateur, c'est l'agent de voyage, quitte à ce qu'après ça, il se retourne contre le grossiste ou contre l'hôtelier. En plus, toutes les agences de voyage, détaillants ou grossistes, alimentent des fonds de cautionnement destinés à rembourser les consommateurs en cas de faillite. C'est la loi qui l'exige. Même si l'agent de voyage dit « Ah, je ne suis pas responsable dans le cas de la faillite du grossiste », les dispositions de la loi des agents de voyage vont jouer. Et les argents du consommateur sont protégés en vertu de la loi des agents de voyage. Hassen Soltani et Noëlla Laforêt ont fait des demandes de remboursement en bonne et due forme, mais ils doivent s'armer de patience. Je ne sais plus comment vous me reverrez là-dessus parce que la confiance, ça diminue. Puis le téléphone, il ne sonne pas, la malle, elle n'arrive pas à dire il y a quelque chose qui est en train de se régler ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne qui en parle. Le problème, c'est que le fonds des grossistes a été siphonné par une série de faillites. On se rappelle de Tour Amigo, Tico Tour, Canada 3000. L'OPC, l'Office de la protection du consommateur, gère ce fonds. Il y a peu d'argent dans le fond, pas suffisamment pour faire face à un autre désastre comme on a eu depuis 2 ans. Là. Tous craignent le scénario du pire, une éventuelle faillite d'Air Canada. Déjà, le gouvernement a dû avancer 6 millions au fonds dégarni. Et pourtant, les voyageurs lésés doivent attendre au moins 6 mois, souvent 1 an et plus, avant d'être remboursés par l'OPC. C'est énormément long. Il y a un manque à quelque part. Vous n'avez pas le sentiment que vous vous traînez les pieds un peu? Non, jamais. On n'a jamais ce sentiment-là, compte tenu des gros dossiers qui nous sont tombés dans les bras. Là. Alors, non, le fait ne se traîne pas les pieds. On y va évidemment en fonction des ressources que l'on a. Mais comment renflouer ce fonds de cautionnement? L'OPC et l'industrie du voyage négocient secrètement depuis des mois une nouvelle formule. Il y a fort à parier que la facture sera refilée aux consommateurs. Comme toute protection, finalement, fort probablement que le consommateur aura payé plus cher. Sauf que c'est peut-être bon de savoir que si on paye plus cher et qu'on est assuré de ne pas perdre son argent, c'est peut-être une bonne chose, alors que présentement, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Là. Dans un marché aussi imprévisible, acheter un billet d'avion serait-il devenu un peu comme jouer à la loterie? Nos 2 consommateurs, eux, ont tout de même tiré des leçons de leur mésaventure. La prochaine fois, je dois donc me méfier davantage quand il s'agit donc des affaires comme ça. Sauver 400 pièces pour en perdre peut-être 4000, je pense plus de racheter dans les affaires de même. Hassen Soltani a finalement été remboursé par l'Office de la protection du consommateur après 11 mois d'attente. Noëlla Laforêt vient de recevoir son chèque la semaine dernière, 6 mois après l'avoir demandé. Si vous habitez au Québec, un conseil, faites toujours affaire avec une agence de voyage. Parce que si vos vacances sont annulées à cause d'une fermeture ou d'une faillite, par exemple, vous serez indemnisé par le fonds de cautionnement. Par contre, si vous avez acheté vos billets directement du transporteur aérien ou alors en passant par Internet, vous ne serez pas remboursé. Vous vous êtes sûrement déjà demandé si vous alliez, oui ou non, contester une contravention en cour municipale. Et je suis certain que la question que vous vous posiez, c'était pas tellement est-ce que je vais gagner ou non, mais plutôt est-ce que je peux me permettre de perdre une journée de travail ou presque pour aller devant le tribunal. Alors, d'après vous, combien de temps devons-nous attendre en moyenne, par exemple ici à la Cour municipale de Montréal, pour contester un billet d'infraction devant le juge? La réponse après la pause. Nous attendons 1 heure seulement. Depuis janvier 2003, la Cour municipale de Montréal a radicalement changé ses façons de faire. Elle ne convoque plus maintenant que 5 personnes par demi-heure, ce qui fait qu'avec les délais, l'attente maximale est de 1 heure seulement. Auparavant, il nous fallait attendre jusqu'à une demi-journée pour enfin réussir à passer devant le juge, ce qui est toujours le cas dans certaines cours municipales, comme par exemple celle de Québec et de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Nous sommes également accessibles sur le réseau Internet.
nous faisons tous des folies, des dépenses irréfléchies. Le coup classique, c'est notre conjointe qui s'achète cette merveilleuse paire de chaussures qu'elle ne portera jamais. Ou alors nous, les gars, qui prenons pour plusieurs centaines de dollars cet abonnement au gym qui nous débarrassera de notre brioche. Une bonne résolution qui, vous le savez comme moi, sombre assez rapidement dans l'oubli. Bon, nous perdons 100, 200 dollars, peut-être plus. Ça fait mal sur le coup, mais on s'en remet. Marie-Josée Elie et Éric Perrault de Laval, eux, ont fait leur folie avec une maison. Et comme vous allez le voir, quand on achète une maison de 140 000 $, on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Dans les Laurentides, à Saint-Colomban, un magnifique cottage au cachet hors du commun. Cette propriété est érigée sur un site de rêve, donnant une vue superbe sur le lac. La description était magnifique. Là. Je veux dire, c'était une C'était maison de pas trop rêve. loin, c'est pas loin de la ville, l'accès est facile, ça paraissait vraiment beau. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus en arrivant ici? Ben, c'est lorsqu'on entre dans la maison, tu arrives en haut, puis en bas, bon, tu vois le lac à travers les fenêtres. Là, elle a un feeling spécial, cette maison. L'originalité, surtout. Oui, c'est très original. Au printemps de 2001, Marie-Josée Elie et son conjoint Éric Perrault ont eu le coup de foudre pour cette propriété située sur le bord du lac L'Heureux, à Saint-Colomban, dans les Laurentides. Comment ça s'est passé, tout ça, là? Très rapidement. Très rapidement, parce qu'il y a une offre d'achat, comme lui, il disait qu'elle allait être déposée. Et puis, j'ai eu comme à peine 5 minutes pour prendre ma décision, dire oui ou non. On a donné le prix maximum qu'il demandait pour pas prendre une chance de négocier pour 1 000 ou 2 000 perdre l'achat. Fait qu'on a donné le montant total. 139 900. On n'a pas pris de chance. Si on la voulait, il fallait qu'on mise gros. Donc, vous vouliez cette maison? Bien sûr. Oui. On ne voulait pas la manquer. Ouais. Le couple y tenait tellement à cette maison qu'il ne s'est même pas donné la peine de la faire inspecter préalablement. Vous avez payé la maison comptant? Oui. Oui, c'est mon héritage. C'était notre cadeau de mariage. On venait de se marier l'été d'avant. Puis là, c'était notre cadeau de mariage, puis son héritage pour... Donc, vous avez payé la maison en entier, là? Oui. Tout allait sur des roulettes jusqu'au jour où Marie-Josée Elie et Éric Perrault décident de rénover leur maison. 1 an après l'achat, rien ne va plus. La maison de rêve se transforme en véritable cauchemar. Les traces d'humidité et de moisissure font leur apparition. Une première inspection sommaire de l'intérieur des murs, tournée avec leur caméra, laisse présager le pire. Ils engagent des professionnels du bâtiment pour des analyses plus poussées. En mars 2002, les spécialistes ont découvert la présence de 4 types de moisissures toxiques. La maison est déclarée inhabitable. Le couple a dû évacuer les lieux. Toutes tes listes du bas là, sont pourries. Pour avoir un aperçu des dommages, nous avons retenu les services de Claude Latulippe, expert en bâtiment. Il ne lui faudra que quelques instants pour poser son verdict. La mauvaise qualité de la toiture laisse infiltrer l'eau dans le bâtiment. Il n'y a pas de drainage, il n'y a pas de pente de drainage, il n'y a pas de drain pour recueillir l'eau qui s'accumule avec les pluies. Alors, l'eau peut stagner, vient faire en sorte qu'elle détruit de façon progressive la toiture. Donc, elle va avoir une durée de vie moins importante. Donc, à remplacer. Être à remplacer, oui, tout à fait. L'inspecteur Latulippe est formel. Le toit est la cause de tous les problèmes d'infiltration d'eau dans la maison qui crée toute cette pourriture à la structure du bâtiment. Il est défoncé, là. Donc il est probablement pourri. Pourtant, le toit a été refait à neuf en 1993 avec une garantie de 10 ans, toujours valide au moment de notre visite. Le travail a été fait par A&B Incorporé d'Aimé Berthelot, un couvreur peu scrupuleux qui a fait l'objet de reportages à notre émission. Or, la compagnie de M. Berthelot n'existe plus aujourd'hui. Elle a été radiée en 2001. Maître François Robillard. Non. Bah, si la compagnie, évidemment, est inopérante, la question demeure académique. Là, on perd un peu son temps de poursuivre une coquille vide. Là. Ironiquement, l'an dernier, M. Berthelot a quand même eu le culot d'offrir ses services de nouveau pour refaire cette toiture. Coût estimé, 10 697 $. Allô? Bonjour, M. Berthelot. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Michel Sénécal, journaliste. Nous avons rejoint au téléphone Aimé Berthelot. Il a promis de venir constater les dégâts causés à la propriété. Je me sauve la tête à une garantie de 3 000 $, monsieur. M. Berthelot ne s'est jamais présenté sur les lieux.
Nous sommes devant la boîte électrique de l'édifice, de la maison. La partie basse là, subit de l'infiltration d'eau depuis un temps énorme. C'est complètement pourri. Ça menace de s'écrouler rapidement, cette histoire-là. On se retrouve dans un cadrage d'une ancienne porte. L'eau a rentré, a fait ses dégâts durant de nombreuses années. Le bois est complètement détruit. Moi, voir une détérioration de bois même sur les côtés d'une porte, j'en ai pas vu souvent en 18 ans. Notre visite se poursuit. Et plus on descend, pire sont les nouvelles. On voit que l'eau s'est accumulée sur la partie basse. La lisse basse est complètement pourrite. On peut même voir là, que le béton a commencé à pourrir. Ça s'appelle une démolition. Là. Il va falloir défaire le mur. Avec tout ce que vous avez vu comme problème, on évalue ça à combien? Là? On parle certainement d'une cinquantaine de mille $ là, pour y arriver à détruire des parties qui ont été affectées, les reconstruire correctement. C'est une grosse décision. Aller jusqu'à emprunter 50 60 000 $, peut-être plus, à la banque pour réparer la maison, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour nous aussi. En 1994, en 1999, puis finalement en 2001, la propriété a changé de main. Dès 1994, le toit coulait, car les propriétaires de l'époque nous l'ont confirmé. Et selon l'inspecteur Latulippe, il était impossible que les propriétaires subséquents ne l'aient pas su. On ne sait pas qu'est-ce qui vaut la peine d'entreprendre comme démarche. Bien, il y a un recours, ce qu'on appelle le recours en annulation de la vente ou le recours en diminution de prix. Évidemment, si le vice est important, ce qui semble être le cas souvent des faits que je connais, là, on peut effectivement demander l'annulation de la vente en disant que c'est tellement important ce que je ne savais pas, c'est tellement important le vice que je demande au tribunal l'annulation pure et simple de la vente. Mais en attendant, Marie-Josée Elie et Éric Perrault n'ont plus de domicile et sont hébergés de gauche à droite. Quand on regarde dans toutes les directions, là, on est pas mal perdant. Si on va en cours, ben, c'est beaucoup. Si on parle de peut-être 20 000, 30 000. Réparer, on parle de peut-être 50 60 000. Probablement que ce serait plus simple pour eux de poursuivre directement les vendeurs, ce qui m'apparaît être le recours le plus approprié, suivant ce que je sais dans le dossier. Est-ce que les gens qui nous l'ont vendu sont solvables, quand bien même qu'on réussirait en cours à en tirer quelque chose? On ne sait pas quoi faire, on est pris avec la maison. La facture a tenté de joindre le dernier vendeur. Il a refusé de répondre à nos questions. Notre jeune couple avait intenté une poursuite contre lui, mais ils l'ont abandonné. Finalement, Marie-Josée Elie et Éric Perrault s'en tirent quand même relativement bien dans les circonstances. En août dernier, ils ont réussi à vendre leur maison 110 000 $ à un acheteur qu'ils ont bien sûr mis au courant de l'état du bâtiment. Mais ils perdent tout de même 30 000 $ de l'argent qu'ils auraient toujours en leur possession si, au départ, ils avaient fait inspecter leur maison. Les commerçants ont décidément une imagination débordante pour nous attirer. Imaginez-vous donc la dernière en date, c'est de nous payer pour obtenir notre clientèle. Une résidente de Saint-Lambert a reçu le cadeau que voici par la poste, un beau chèque de 5 $ avec les compliments des magasins Labbé et Zellers. Sauf qu'en lisant attentivement le feuillet explicatif, Mme Blais s'est rendu compte que si elle encaissait ce chèque, elle serait automatiquement inscrite au service Première Ligne au coût de 24,95 $ par année. Première Ligne, c'est un service qui paie, entre autres, le coût des fraudes qui pourraient être faites sur votre carte de crédit en cas de perte ou de vol. Sauf qu'au Québec, la loi sur la protection du consommateur nous protège déjà contre ce type de fraude. Les jours Sears. Une réclame si importante qu'elle n'a lieu que 2 fois par an. C'est notre plus grande réclame avec, en vedette, nos plus bas prix de la saison sur des milliers d'articles en magasin. Notre plus grand choix, nos plus bas prix. C'est à ne pas manquer. Les jours Sears se terminent samedi dans tous les magasins Sears, magasins de meubles et d'électroménager Sears et en ligne au sears.ca. Découvrez Jacques Brel avec ses plus grandes chansons. Et pour la première fois, 5 titres totalement inédits. Les rêves qu'il en... L'amour est mort, l'amour est vide. Jacques Brel, infiniment. En vente chez Archambault et archambault.ca. Demain à Virginie.
et les budgets de tous les ministères. Nos numéros d'assurance sociale sont-ils en sécurité? Un ordinateur contenant 120 000 dossiers est volé à Laval. Et au point, une entrevue avec le procureur de la Couronne au méga-procès des Hells Angels, André Vincent. On se retrouve au Téléjournal. Ah, Bruno et chez son... Nuancé. Peut-être qu'on est meilleur que les écoles privées pour être capable de faire ce qu'on fait avec la diversité qu'on a.